suis quasiment certain que tu as déjà entendu cette chanson. Elle s'appelle Kukushka, en français le coucou, et l'artiste derrière cette musique, c'est Viktor Tsoi. Alors prononcé à la française, ça donne Victor Tsoi. Donc Tsoi, c'est un russe, donc soviétique à l'époque, d'origine coréenne, d'où le nom de famille un peu exotique. C'est une icône du rock russe, et j'ai même envie de dire qu'il fait quasiment l'unanimité en Russie, tout le monde le connaît, et quasiment tout le monde apprécie sa musique. Aujourd'hui, on va donc analyser le premier couplet et le refrain de la chanson Kukushka, donc le coucou. Mais juste avant, sache que si tu ne connais pas l'alphabet russe, tu dois le connaître parce que sinon tu ne pourras pas suivre cette vidéo tout simplement. Alors, tu devras simplement lire la traduction française. Donc si tu ne le connais pas l'alphabet russe, tu vas dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, et il y aura un lien pour un programme qui s'appelle l'alphabet russe en 7 jours. Bon, son nom est suffisamment explicite. L'objectif, c'est que dans une semaine, tu connaisses et tu sois capable donc de lire l'alphabet russe, l'alphabet cyrillique. Quoi qu'il en soit, rentrons directement dans le cœur de l'analyse. Comme on dit en russe, поехали. C'est parti. Песен еще не написанных. Сколько? Donc, en français, combien de chansons ne sont-elles pas encore écrites? Donc, песен еще не написанных. Сколько? Alors, on va y aller d'abord mot par mot. Je vais vous donner juste le sens de chaque mot, sans même parler de grammaire. Donc, песен, c'est chanson. Еще, encore. Не написанных, c'est l'adjectif pas encore écrit, te, puisqu'on parle de chanson. Сколько, combien. Donc, песен еще не написанных, сколько. Combien de chansons ne sont-elles pas encore écrites? Donc, littéralement, ce serait chanson encore pas écrite, combien? Si on fait vraiment la traduction mot à mot littérale. Chanson encore pas écrite, combien? Mais donc, maintenant, on va voir un peu la grammaire derrière cette phrase. Donc, сколько, donc c'est combien. Ça, on est d'accord. En fait, en russe, après сколько, après combien, on doit utiliser le génitif, et c'est souvent le génitif pluriel. C'est d'ailleurs comme ça qu'en fait on retranscrit le de. Donc quand on dit en français combien de chansons, le de chansons, faut bien qu'il soit retranscrit d'une certaine manière, et c'est par le génitif pluriel. Donc песен не написанных, c'est le génitif pluriel de не написанные песни. Donc les chansons pas encore, les chansons pas écrites. En russe, donc des chansons, ça se dit песни. Les chansons, c'est песни. L'adjectif qui signifie pas encore, pas écrit, c'est не написанный. Et donc au pluriel, не написанные. Donc des chansons pas écrites, c'est не написанные песни. Ok? Et donc combien de chansons pas encore écrites? Eh bien, le не написанные песни, ça devient не написанных песен. C'est le génitif pluriel en fait. Ok? Donc on rentre déjà dans les déclinaisons. Et donc еще, ça veut dire encore. Et comme on est sur une phrase négative, avec le не написанных, donc un adjectif négatif, et ben en français on va le traduire par pas encore. Ok? Donc ensuite, vers suivant. Скажи, кукушка, пропой. Скажи, кукушка, пропой. Donc, dis coucou, chante. Donc, скажи, c'est le verbe сказать, donc dire, qui est à l'impératif. Donc l'impératif, on donne un ordre, dis. Donc dis, скажи. Кукушка, c'est le coucou. Donc c'est comme si on interpellait le coucou en lui disant du coup coucou, dis quelque chose. Et ensuite donc пропой. Пропой, c'est encore un verbe à l'impératif, donc on donne un ordre. Et c'est l'impératif du verbe пропеть. Donc пропеть qui signifie chanter. Петь, c'est chanter, пропеть, c'est son perfectif. Les histoires de verbes russes imperfectif, perfectif. Donc, пропеть, пропой. Ok. Et à quoi est-ce que cela fait référence? Qu'est-ce que ça veut dire ces phrases-là? Combien de chansons ne sont-elles pas encore écrites? Dis coucou, chante. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, ça fait référence à lorsqu'on est en forêt, lorsque les Russes sont en forêt, lorsqu'on entend un coucou chanter. C'est un peu pas une tradition, mais c'est comment dire,
c'est une habitude, quoi, c'est quelque chose qui se fait. C'est de demander au coucou combien d'années me reste-t-il à vivre. Et en fonction du nombre de fois où le coucou va chanter, où il va faire coucou, eh bien, ça vous dit le nombre d'années qu'il vous reste à vivre. Et donc là, en fait, dans la chanson, c'est cette habitude, cette tradition, en quelque sorte, qui est à quoi l'on fait, enfin, c'est ce à quoi on fait référence. Et sauf qu'ici, c'est pas le nombre d'années qu'il reste à vivre, c'est le nombre de chansons qu'il reste à écrire, en quelque sorte. Ok. Donc, coucou, dis-moi combien de chansons me reste-t-il à écrire. Ok, donc vers suivant, donc le troisième. В городе мне жить или на выселках. Donc, me faut-il vivre en ville ou dans les hameaux? Alors, on va y aller mot à mot. В городе, dans la ville. Мне жить, à moi vivre. Или, ou, donc OU. На выселках, dans les hameaux. Donc, littéralement, dans la ville, à moi vivre, ou dans les hameaux. Et la belle traduction, c'est me faut-il vivre en ville ou dans les hameaux. Donc, в городе, dans la ville. Donc là, on a le mot город, qui est au locatif, qu'on appelle aussi prépositionnel. Dans la ville, complément circonstanciel de lieu. Donc, в городе, avec un «е» à la fin. Ok. Ensuite, alors, мне жить или, on va le passer un instant pour dire dans les hameaux, на выселках. Donc, выселках, donc на, ça veut dire sur, parce qu'en fait, en français, on dit dans les hameaux, comme on dit dans la ville. En russe, non. En russe, on dit bel et bien dans la ville, в городе, donc avec v. Par contre, dans les hameaux, ça va être sur les hameaux. Alors, ce sont des choses qui arrivent en russe, c'est la correspondance dans v et sur na n'est pas tout le temps effective en russe, enfin, entre le français et le russe. Là, vous voyez, en français on dit dans les hameaux, mais en russe pourtant on dit na, donc comme si c'était sur les hameaux. Toujours est-il que c'est toujours le locatif, qu'on appelle aussi prépositionnel, qu'on utilise, et donc c'est donc le locatif de выселок, donc le hameau, c'est donc le locatif pluriel, parce que c'est les hameaux, et bien на выселках, ok. Et donc le мне жить, c'est une structure impersonnelle qui se traduit en fait par il me faut vivre. Alors мне, c'est le datif de я, donc littéralement à moi vivre, мне жить, et en fait c'est il me faut vivre. Et étant donné que la phrase c'est une question, c'est une phrase interrogative, si vous regardez le vers suivant, ça se termine par un point d'interrogation, eh bien ça va être me faut-il, donc on formule comme une question. Me faut-il vivre en ville ou dans les hameaux? В городе мне жить или на выселках? Камнем лежать или гореть звездой. Ensuite, камнем лежать или гореть звездой. Affalé comme une pierre ou brûlant comme une étoile. Donc là, c'est la suite en fait de la question. Me faut-il vivre en ville ou dans les hameaux? Affalé comme une pierre ou brûlant comme une étoile. Alors, en français, c'est quand même pas mal poétiquement formulé, étant donné qu'en russe, je vais vous faire la traduction littérale. Камнем лежать, ça veut dire être couché comme une pierre, или гореть звездой, brûler comme une étoile, ou brûler comme une étoile. Donc, камнем, c'est l'instrumental de камень. Donc, pourquoi est-ce que... Donc, камень, c'est une pierre, et donc, pourquoi est-ce que c'est l'instrumental? En fait, c'est parce qu'on a лежать. Лежать, être couché. Et la phrase, en fait, le sens, c'est être couché comme une pierre. Donc ça, vous êtes d'accord? Être couché comme une pierre. Et en fait, la manière dont on est couché, c'est comme une pierre. Donc, en français, d'un point de vue grammatical, comme une pierre, donc être couché comme une pierre, c'est le complément circonstanciel de manière. On est bien d'accord que être couché comme une pierre, la manière dont on est couché, c'est comme une pierre. Et donc, le complément circonstanciel de manière, CCM, qu'on a en français, eh bien en russe, ça va se retranscrire par de l'instrumental. Donc on passe de камень à камнем. Donc камнем лежать, être couché comme une pierre, или гореть звездой, ou briller comme une étoile, ou brûler comme une étoile plutôt. Гореть, brûler, звездой, comme une étoile. Et là encore, звездой, c'est l'instrumental de звезда, une étoile. Et pourquoi est-ce que c'est l'instrumental? Pour la même raison. Brûler comme une étoile, et comme une étoile, c'est le complément circonstanciel de manière, c'est la manière dont on brûle. Donc, instrumental en russe. C'est comme ça que ça se retranscrit.
Donc me faut-il vivre en ville ou dans les hameaux, affalé comme une pierre ou brûlant comme une étoile. Bon, ouais, en français j'ai trouvé la traduction affalé, c'est quand même plus beau que couché comme une pierre, même si en russe c'est bien le verbe lежать, coucher, qui est utilisé. звездой. Et ensuite, donc le vers suivant c'est juste звездой, donc comme une étoile, c'est-à-dire qu'il répète juste le dernier mot de la question. Et ensuite, donc on passe directement au vers suivant. Солнце мое, взгляни на меня. Солнце мое, взгляни на меня. Mon soleil, regarde-moi. Alors, солнце мое, mon soleil. Là, a priori, il n'y a pas de problème. Peut-être éventuellement maillot. Maillot, ça veut dire mon. Et donc l'adjectif possessif. Il faut savoir que, enfin, le pronom possessif. Et il faut savoir que il est au neutre, étant donné que солнце, le soleil, c'est un mot neutre en russe. Et donc ça va être maillot. Ok ? Et pour взгляни на меня, alors взгляни, c'est l'impératif du verbe взглянуть. Взглянуть qui signifie regarder. Hein, et donc ça va donner взгляни. Si vous ne connaissez pas le verbe взглянуть, dites-vous que c'est un synonyme du verbe смотреть. Enfin, смотреть, pas смотреть, donc regarder. Donc ça aurait été exactement la même chose que de dire солнце мое, посмотри на меня. C'est juste que c'est moins beau, parce que voilà quoi, c'est juste que c'est moins beau, donc c'est взгляни. Mais sachez que ce sont des synonymes, hein, посмотреть, взглянуть, ok. Ensuite. Моя ладонь превратилась в кулак. Моя ладонь, donc vers suivant, hein. Моя ладонь превратилась в кулак. Ma main s'est transformée en un poing, ou en poing, tout simplement. Je suis trouvé en coup de poing, ou en un coup de poing. Moi, je préfère dire en un point, ou en point. Donc, моя ладонь, c'est... Alors, ладонь, c'est plus exactement la paume de la main. Ma paume s'est transformée en poing, ладонь, et c'est féminin. C'est pour ça que c'est моя ладонь et pas мой ладонь. Hein. Мой, ça ne se dit pas. Мой ладонь, ça ne se dit pas. Ça n'existe pas. C'est incorrect. C'est моя ладонь. C'est féminin. Ensuite, on a превратилась в кулак. Donc, c'est transformé en point. Alors, превратиться в plus accusatif. Donc, le verbe превратиться avec в derrière, donc littéralement dans, et l'accusatif ensuite, ça veut dire se transformer en quelque chose. Et le quelque chose dans lequel vous en quoi vous vous transformez, eh bien, il va être à l'accusatif. Donc là, en l'occurrence, la paume se transforme en point, et donc le point doit être à l'accusatif. Étant donné qu'en russe, le point c'est kulak, c'est un mot masculin, inanimé, qui se termine par un K, donc il ne change pas. Ça reste au nominatif. Enfin, donc dans le dictionnaire, vous trouverez que kulak, c'est le point, donc vous le trouverez comme ça dans le dictionnaire. Et à l'accusatif, il ne va pas changer. Ça reste кулак. Donc voilà, моя ладонь превратилась в кулак. Ma paume s'est transformée en point. Petite astuce mémotechnique, pour ceux qui sont un peu penchés, c'est quelque chose d'assez connu, hein, sur l'histoire soviétique, il y a une période qui s'appelle, une politique plutôt, qui s'appelle la dékoulakisation, qui justement consistait à virer, à exterminer en fait les koulaks. Donc les koulaks, c'est comme ça qu'on appelait les petits paysans riches de l'Union soviétique. Enfin, du coup, qui avaient hérité de de l'Empire russe en fait, hein, qui s'étaient enrichis pendant l'Empire russe et qui étaient devenus, pendant l'URSS, les indésirables en fait. Ok ? Donc моя ладонь превратилась в кулак. Hein, pensez à ça. Donc pour le mot kulak, petite astuce mémotechnique pour vous en souvenir. Enfin, c'est même pas du mémotechnique, c'est juste pensez-y, comme ça vous permettra de vous en souvenir. Ensuite, avant-dernier vers de notre analyse. Hein. Если есть порох, дай огня. Et s'il y a de la poudre, mets le feu. Alors littéralement, donne du feu. Donc, et s'il y a de la poudre, если есть порох, donc i, ça veut dire et, если, ça veut dire si, donc pour marquer la condition, есть,
il y a порох, de la poudre, enfin la poudre. Donc, et s'il y a la poudre, et s'il y a de la poudre, дай огня, donne du feu. Дай, ça veut dire, c'est donne, donc on donne l'ordre à te donner justement. Donc c'est le verbe дать à l'impératif. Дать, дай. Огонь, c'est le feu, et au génitif, ça va être огня, du feu, littéralement. Parce que c'est quoi? C'est donne du feu. Et ce fameux du qu'on a en français, eh bien, il faut bien le retranscrire quelque part. Et ben, ça va être avec l'utilisation du génitif pour огня. Hein, si ça avait été donne le feu, ça aurait été дай огонь. Si ça avait été, enfin, mais là c'est donne du feu, donc c'est дай огня. Et ensuite, mon dernier vers, qui est pas bien long. Вот так. Voilà, comme ça. Donc, вот, ça veut dire voilà. Tak, ça veut dire comme ça. Вот так, voilà, comme ça. Sache que la leçon à laquelle tu viens d'assister sort directement du groupe privé réservé à mes élèves. Ce genre de publication, j'en fais plusieurs fois par semaine. Et si tu veux rejoindre le groupe privé, eh bien, il te suffit de faire partie de l'un de mes programmes. La liste des programmes étant trouvable sur mon site internet russedébutant.fr. Dès que tu auras rejoint l'un de mes programmes, tu seras automatiquement invité dans le groupe privé. En plus d'avoir accès aux mini-leçons que je publie régulièrement, tu pourras, et ça c'est un peu le bonus, me poser toutes tes questions. Donc dès que tu auras une question, tu pourras me la poser et je m'engage à te répondre en moins de 24 heures. Alors officiellement, je dis moins de 24 heures, mais dans les faits, il m'arrive même de répondre à la minute aux questions de mes élèves que je reçois en message privé. Quoi qu'il en soit, si ça t'intéresse, tu sais où aller, russedébutant.fr. Moi, j'en ai fini. Si tu vas apprendre le russe avec moi, ce que j'espère bien, eh bien, visite mon site internet ou bien jette un coup d'œil à la description de la vidéo, donc juste en dessous, tu descends un peu, et tu auras toutes les informations utiles. Пока.